Bonjour YouTube, nous sommes toujours en direct comme chaque semaine sur Twitch, avec lesquels nous nous sommes déjà dit bonjour. Il y a eu du passage de chat, si vous essayez de lire le chat. Il y a du bonjour pour vous, bien évidemment, comme toujours. On vous conseille de venir voir Midna parce qu'il y a des choses qui se passent hors enregistrement, bien évidemment, que vous ne verrez pas, dont surtout les chats. Surtout les chats, et ouais. Et sinon, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la Védothèque. Si jamais vous ne connaissez pas la Védothèque, laissez-moi vous faire une rapide présentation de ce que c'est. La Védothèque, déjà c'est Védo, c'est moi, et Védothèque, vous savez souvent d'où ça vient le mot tech, c'est souvent utilisé pour les bibliothèques ou pour les vidéothèques. Là en l'occurrence on parle même des deux. Alors la bibliothèque elle est cachée juste là dans l'ombre, la vidéothèque elle est immatérielle, je peux pas vous la montrer, et on a une vidéothèque qui va être portée sur des séries comme sur des films, bien évidemment les animés y compris, vu qu'on a une belle bibliothèque juste ici, donc portée sur les mangas, donc on va parler essentiellement de production asiatique en tout genre. Donc nous avons les mangas, nous avons des romans, nous avons des animés, nous avons des séries et des films, mais tous ont comme point commun de venir à peu près du même endroit. L'idée de la Védothèque à la base c'est venu d'une envie de partager une expérience sur le manga et sur l'animé. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais alors attention, loin de moi de prétendre que j'ai toutes les connaissances dans le domaine, mais j'essaye de me défendre comme je peux. Et c'est une envie qui s'est été accentuée suite à une première expérience dans une librairie spécialisée dans la vente de manga qui est basée à Strasbourg, qui existe toujours si ça vous intéresse, s'appelle Le Camphrier. Et comme je sais qu'on est en couvre-feu, confinement, ce genre de conneries, selon la période à laquelle vous allez regarder, sachez que vous pouvez commander en ligne, ça peut dépanner. Si vous êtes sur YouTube que vous découvrez, ou que vous êtes sur Twitch et que vous découvrez, sachez que vous pouvez retrouver sur YouTube à n'importe quel moment tous les replays des émissions, toutes les Védothèques sont disponibles, toutes les aftertech qui ont lieu juste après sont également disponibles. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette introduction. Sans en rajouter plus, je vais mettre fin à cette présentation et on va laisser la Védothèque débuter avec notre sujet du jour. Tenez-vous prêts, nous allons parler de Made in Abyss. Made in Abyss, on en a parlé il y a très longtemps, il y a très exactement 7 épisodes. Au tout début, ça partait d'une question de Bose qui me demandait si j'allais lui parler. On avait parlé de mangas plutôt connus dans le style Promised Neverland et d'autres mangas qui avaient été cités. Et j'avais mis de côté Promised Neverland. Et je lui avais dit non, mais par exemple, en même temps, il y a quelque chose qui est passé dans l'ombre et qui est sorti en même temps. Et cet exemple donné, que vous retrouverez déjà dans l'épisode 1 de l'Aftertech, c'est Made in Abyss, que je lui avais cité en exemple. Donc, cet épisode de la Védothèque sera consacré à Made in Abyss. Made in Abyss qui est une histoire assez particulière dans le monde du manga, parce qu'elle a été lente et pourtant récente. C'est un manga qui a commencé à être publié depuis octobre 2012. Ça fait donc maintenant 8 ans que ça a commencé. Et salut Verirung, comment vas-tu? Donc ça fait maintenant 8 ans que ça a commencé, mais ça a commencé à être publié en ligne. Et c'est resté publié en ligne pendant très longtemps, c'est-à-dire que ça n'existait pas sous format papier. Les premiers formats papier, donc... Alors j'ai découvert le nom japonais qu'on donne au manga. Ça s'appelle des tankobon. Tankobon. Donc je pense que c'est le terme qu'ils utilisent quand c'est relié en papier comme ça, parce que le manga c'est le style en entier. Et donc les premiers tankobon, donc j'ai découvert un nouveau mot sur cette recherche, et vous, j'espère que vous aussi, sont sortis seulement en juillet 2017. C'est-à-dire que le premier format papier disponible de ce manga, c'était 5 ans après la création de ce manga. Je trouve que c'est une période très longue, et ils ont directement fait 8 tomes. Voilà, ils ont directement fait 8 tomes d'un coup sur les 5 ans de la série qui était sortie.
Chez nous, ça n'a pas pris très longtemps à arriver suite à l'arrivée papier au Japon. On les a reçus directement en mai 2018, donc un peu moins d'un an pour arriver. Et c'est les éditions Ototo, c'est caché là. C'est pas eux qui ont souvent les plus grosses séries, mais pour le coup, là ils ont trouvé une bonne petite perle. C'est édition Ototo qui s'est payé le luxe d'avoir Made in Abyss. Et vous noterez que par rapport aux dates que je vous ai données, on avait directement donc 8 tomes au Japon qui sont arrivés d'un coup. Chez nous, ils ont commencé à être publiés depuis 2018. Ils ont été dilapidés sur une période. Et actuellement, il y a 9 tomes. Au Japon comme en France. Donc c'est une série qui sort plutôt lentement. Parce que du coup, si en juillet 2017, il y avait déjà 8 tomes d'existence, c'est-à-dire qu'en 3 ans, on va dire 2 pour être gentil, on va lui couper 2020 pour l'instant. Fin 2021, on va dire il y a quand même que un tome qui est sorti. C'est-à-dire que le rythme de publication a l'air d'être chill. C'est pas pour faire peur, mais au moins vous avez le temps d'économiser entre 2 épisodes de série ou de vous ruiner dans d'autres séries entre temps. Voilà, je pense que la série va avoir des délais de sortie assez longs parce que c'est toujours une série en cours, c'est pas une série finie. Le 9e tome n'est pas la fin jusqu'à présent. Mais ça continue bien. Et donc, pour savoir où nous en sommes dans cette série, il va falloir commencer à vous en parler. Ça va être une série assez particulière dans la présentation. Vous allez voir qu'on est très très loin des autres présentations. On va finir très loin des autres présentations qu'on a pu faire. Vous allez vite comprendre. Et je vais commencer par vous lire tout simplement le synopsis, comme nous le faisons à chaque fois. Au pied de la ville d'Ors s'étend l'abysse. Une faille gigantesque à la profondeur inconnue, habité par d'étranges créatures et empli d'antiques reliques. Vous vous doutez bien que c'est le gigaron que vous voyez là en plein milieu. Depuis des années, ce gouffre attire de nombreux aventuriers séduits par l'aura de mystère qui l'entoure et qui se font appeler les caverniers. C'est ici que Viriko, une jeune orpheline obsédée par l'abysse et désirant marcher dans les traces de sa mère. Un jour, lors de ses prospections, elle découvre le corps inanimé d'un jeune garçon. Elle n'imagine alors pas à quel point cette découverte va changer sa vie et accélérer son destin. Alors vous doutez bien que nos personnages principaux, dégueulasse, que nos personnages principaux, vous les avez sur l'image juste ici. Vous avez Riko juste à gauche, donc la blonde aux cheveux longs, donc qui est bien une orpheline. Et vous avez le jeune garçon juste à droite, sur lequel je vais vous en dire un petit peu plus juste après. Là, ils ont des bonnes bouilles, là, vous les voyez bien. Donc, Riko, tout à gauche, 12 ans, c'est une enfant énergique qui habite dans un orphelinat et qui tend à vouloir imiter sa mère, qui était une cavernière légendaire. Donc, souvenez-vous, ceux qui explorent les abysses sont des caverniers. Une cavernière légendaire qui s'appelait Lisa. Et qui a disparu dans les abysses lorsque Riko n'avait que 2 ans. Donc ça fait 10 ans qu'elle est orpheline. Et donc elle connaît sa mère. C'est pas une orpheline abandonnée, etc. Elle connaît sa mère. Et elle est inexorablement attirée par les abysses. Elle veut devenir cavernière à son tour. Elle veut se balader là-dedans. À côté, le petit garçon inanimé qu'elle retrouve, et en fait c'est Légu. Il s'appelle Légu, c'est un drôle de nom. Ça se voit pas au premier abord, mais c'est un robot. C'est un robot qui est amnésique, qui n'a aucune mémoire. Et il a l'apparence d'un petit garçon, ce qui prête à confusion en l'occurrence. Le nom a été choisi par Riko, mais par le biais de son chien également. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à s'appeler Légu. Voilà, terrible nom pour un garçon. Et comme c'est un robot, et qu'en plus il est amnésique, il est équipé de quelques petits modules qui peuvent tabasser assez fort. Genre notamment des petits lasers cachés dans la main que Riko surnommera un incinérateur parce que ça transperce quelques montagnes quoi. Et par contre c'est très à double tranchant pour lui parce qu'il peut déployer une grande force, mais après il est giga fatigué, donc souvent il s'évanouit, il tombe dans les vapes et du coup il est juste inerte, donc sans défense, donc il a intérêt à pas se louper. De l'autre côté, on va pas présenter d'autres personnages
parce que vous allez commencer dans un lieu et vous vous doutez bien qu'on va finir par se déplacer dans les abysses. Et les abysses, c'est un lieu assez complexe. Assez complexe. Je vous présente la carte des abysses. Alors la carte originale, c'est la carte qui est tout à gauche. Et là, il y a une version colorisée. C'est beaucoup trop pipou cet univers. Est-ce qu'on retrouve la mer à la fin? Bah, la fin n'étant pas encore arrivée, je ne peux pas donner de réponse à ça. C'est beaucoup trop pipou. Mini Thomas, je vais t'expliquer pourquoi c'est pipou, mais en fait non. Je vais expliquer pourquoi c'est pipou, mais en fait non. Nos personnages vivent... Je pense que si je fais ça, vous voyez vite fait ma souris. Alors c'est pas le plus esthétique, mais tous les personnages habitent donc à Ors, la ville qui est en haut. Là, vous voyez au sommet. Et ici, c'est le niveau de l'eau. Rien que la couverture, j'achète. Vous allez voir, vous allez voir. Donc... Oula, j'ai perdu ma souris. Donc, nos personnages habitent à Ors, la ville qui est là en haut, et les abysses s'étendent vraiment dans un cratère très profond. On retrouve très vite le niveau de l'eau. On dirait que c'est du dark crystal, trop pipou, mais en fait non. C'est très dark hein, ce qui va arriver. C'est pas ça, c'est que le début. Donc, nous avons nos abysses qui s'étendent ici en profondeur et qui souvent s'éloignent un peu, mais vous voyez qu'il y a un tronc assez commun qui s'étend de manière assez profonde. On ne sait pas jusqu'où. Mais vous voyez qu'on atteint très vite des montants de chiffres assez impressionnants. 1300 de profondeur, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. On arrive à du 19 000, 20 000 plus avec des points d'interrogation. On ne sait pas, on n'a pas exploré. Et en fait, comment vous expliquer ce que sont les abysses? Les abysses, du coup, il n'y a pas d'explication logique à leur apparition. On sait juste qu'un jour, elles sont apparues. Donc du coup, on a voulu les explorer. Comme n'importe quelle personne aujourd'hui scientifique voudrait explorer, s'intéresser à un nouveau phénomène scientifique qui débarque pour analyser la chose, trouver des explications, etc. Et donc, nous avons ces abysses. Souvenez-vous, les abysses, comme je vous l'ai dit, une faille gigantesque à la profondeur inconnue, habitée par d'étranges créatures et emplie d'antiques reliques. Tout ce bordel-là, c'est rempli de monstres. Tout ça. Et plus vous descendez, pire c'est. Essayez de les comparer à des profondeurs maritimes. Vous voyez, au début, vous allez tomber sur des sardines, puis vous allez tomber sur les poissons abyssaux, puis vous allez tomber sur des poissons, on pensait que c'était des espèces éteintes. Et les trucs ont pas d'yeux, ils sont dégueulasses, ça fait trop peur. Je vais te l'emprunter, mais pas de souci, tu passeras quand tu veux. Donc faut imaginer à peu près ça comme vraiment comme les profondeurs de l'eau. Plus vous descendez, pire c'est. Et plus vous descendez, pire sont les conséquences, toujours relativement par rapport au niveau de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, les abysses ont des niveaux. Là, sur la carte en couleur, c'est plus flagrant. Vous voyez avec les couleurs qu'il y a vraiment un premier niveau. Vous voyez qu'on a une version qui est encore un peu fleurie, très herbue grâce à la lumière du soleil. Et que quand on descend, on change de nature. On est sur une partie très vertigineuse avec de la falaise. Ensuite, on arrive à une partie un peu avec des champignons, etc. Donc, il y a plein de paliers différents. Et ces paliers, en plus de ça, ils ont aussi une autre signification. Non seulement on change de zone un peu géographique, mais on change de zone, donc du coup, sur les habitations des monstres. Vous n'avez pas croisé les mêmes monstres et les mêmes reliques à ces étages. Plus vous descendez, plus c'est dangereux. Et également, plus les paliers de conséquences sont élevés. C'est-à-dire que si vous vous baladez dans la zone verte dans un premier temps, globalement, si vous remontez, ça n'a pas de conséquences. Si vous passez dans la zone blanche, la deuxième zone, et que vous remontez, finalement, vous allez commencer à avoir des répercussions. Par exemple, des saignements de nez, vous allez avoir mal à la tête, vous pouvez avoir des troubles crâniens. Et donc, plus on descend, pire c'est. C'est-à-dire qu'on va arriver à des paliers où si vous remontez, ça va être perte de la forme humaine parce qu'en fait la pression qui change est telle que votre corps va dépressuriser de manière assez violente. Et donc du coup il faut trouver des reliques pour se protéger ou pour essayer de contrer les malédictions. Chaque étage a des malédictions et plus vous descendez, plus les malédictions sont importantes. Et si vous descendez jusqu'au 5 et que vous remontez jusqu'à la surface, vous allez prendre la malédiction du 5, du 4, du 3, du 2 et du 1. C'est pas genre vous prenez la pire malédiction et on oublie les autres. Vous prenez les malédictions étage par étage.
Ce qui en fait vraiment des zones très dangereuses à explorer, et d'où l'importance qu'on apporte dans le synopsis aux antiques reliques, parce que les reliques sont souvent des objets qui permettent de se protéger, qui ont des pouvoirs divers, connus ou inconnus. Ils sont étudiés au bout d'un moment pour que les gens puissent savoir, pour que les caverniers puissent savoir. Et donc on explore au fur et à mesure. Et donc notre périple grandement, ça va être cette exploration des abysses, parce que Rico est inexorablement attiré par les abysses. Et si on avance un petit peu dans l'histoire, warning, spoiler, incoming, mais pas trop, la mère de Rico est morte dans les abysses. Et comme c'était précisé, c'est une cavernière légendaire. Et donc, du coup, si c'est une cavernière légendaire, généralement, elle descend assez bas. Quoi? Alors, je dis elle est morte, mais quand je dis elle est morte, c'est à la connaissance. T'as dit que tu savais pas. À la connaissance du monde entier, ça fait 10 ans que la mère de Rico n'est pas vue. C'est tout ce que je peux dire. Elle est orpheline. Mais on est dans une histoire. Qui sait ce qui peut se passer? Cette fille est inexorablement attirée par les abysses. Et en plus parce qu'il y a sa mère. Elle est en road trip. C'est un road trip assez vénère. Vous pouvez comparer ça à un road trip en Australie où vous allez explorer les fonds marins. La faune a fait peur. Tout fait peur. Tout fait peur. C'est à peu près comme ça qu'on peut le comparer. Donc on est sur un grand road trip et sa mère est portée disparue, si tu préfères. Voilà, si vous voulez, on préfère le terme. Ça fait 10 ans que la mère de Rico est descendue dans les abysses et qu'on ne l'a pas revue depuis. Vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, on conclut qu'elle est morte. Parce que c'est un endroit dangereux, c'est une cavernière légendaire, donc elle descend à des profondeurs autorisées seulement par les caverniers légendaires, parce qu'ils ont des couleurs de sifflet. Ils ont des couleurs de sifflet, ces couleurs de sifflet leur autorisent, parce qu'il y a des sas, il y a des postes de contrôle à chaque palier, et la couleur de ton sifflet permet de passer des étages ou non. Donc elle, c'était une cavernière légendaire, elle avait accès à toutes les zones de l'abysse, donc elle descendait jusqu'où elle voulait, et libre à elle de remonter, de se monter une équipe, etc. Elle a peut-être trouvé son mec comme dans la forme de l'eau. Peut-être, moi j'ai pas encore les dénouements. Mec ou femme, on est en 2021, bien évidemment. Moi je sais, mais je ne dirai pas. Merci Bose. Merci Bose. Parce que voilà, faut rien dire. Les vrais dénouements de l'histoire, vous les découvrirez quand vous lirez. Et donc, je vous ai pas présenté d'autres personnages, parce qu'on est sur des descentes, et donc du coup, on rencontre beaucoup de monde. On n'est pas dans un périple plus fixe ou plus terre à terre. Vous doutez bien que nos personnages vont pas ils vont pas taper un camping de 4 jours dans la même zone, c'est dangereux. Donc on est sur des zones, on est sur un manga très mobile, avec plein de paysages différents. Et donc ça sert à rien de vous présenter plein de personnages, alors que les plus importants, c'est ceux que je vous ai présentés juste avant, c'est Rico et c'est Légu. Et donc ensuite tous les autres, vous allez les découvrir au fur et à mesure. Allez-y, c'est une super œuvre. Et du coup, comme je vous l'ai dit, on en a parlé dans la première Védothèque, enfin dans l'Aftertech pour être plus précis. C'était Bose qui avait posé la question et je lui ai conseillé de lire ça. Et Bose a regardé l'animé. Et si aujourd'hui il le conseille à des gens, bah moi déjà, c'est que j'ai gagné un point. C'est que je lui ai conseillé quelque chose qui lui a plu. Et à son tour, il le conseille. Donc on est plutôt gagnant là-dedans. Et on va marquer la fin de cette présentation avec une petite anecdote sur la création des abysses. L'auteur s'est porté sur les créations, enfin les inspirations qui l'ont porté à créer les abysses, comment il les a imaginées. Et tout ça, ça vient tout bêtement d'un vrai arbre. Les abysses ont été inspirés par un arbre géant dans un musée à Ueno, c'est une ville au Japon, et d'une plaque signifiant des dizaines de milliers de créatures vivent à l'intérieur de cet arbre. Et avec cet arbre dans ce musée et cette plaque, il a eu cette inspiration pour créer les abysses. Et donc faire cette carte en fait, tout simplement des abysses. Cette carte que vous retrouvez dès le tome 1, donc ça c'est pas un gros spoil, vous l'avez directement dans le tome 1, vous voyez, ça, cette petite page pliée. Je l'avais montré dans l'Aftertech la première fois, et là je vous l'ai trouvé ici. C'est une grosse carte, plutôt ouais. Quand t'as fini de la déplier, elle est plus grande que ton manga. Hein.
vous voyez la taille du manga, bah la carte c'est le double. C'est à peu près l'idée. Donc c'est une bonne carte quand même et vous l'avez bah, du coup en très détaillé. Et là je vous ai trouvé 2 bonnes versions. Je croyais que c'était juste double page. Non, non, elle est très grande pour le coup. C'est très impressionnant là, quand tu ouvres le manga et que tu la consultes juste pour la première fois. Ça a un côté très plaisant. Et là, même si vous les avez vus ici, je suis sûr que si vous prenez le manga papier et que vous tombez là-dessus, vous allez vouloir regarder, essayer de voir des petits détails, ce genre de choses. Et moi, c'est ce que j'avais fait jusqu'au moment où tu te dis, t'es en train d'emmagasiner trop d'informations, passe à autre chose, lis le manga et prends les informations dans l'ordre. C'est vraiment moi je trouve que c'est un petit moteur comme ça, un petit bait, c'est le petit appât comme ça qui vous pousse à la lecture. Moi ça m'a beaucoup plu. Juste la carte me donne envie d'acheter. Bah la carte elle est dans le tome 1, donc après tu peux prendre le tome 1 et profiter du contenu autrement, parce que ça je vous présenterai comment les déclinaisons du manga. Et sachez qu'aujourd'hui on va vivre un grand moment pour cette 8e Védothèque, parce qu'il nous aura fallu 8 émissions pour enfin tomber sur un auteur dans ma bibliothèque. Félicitations à lui. Félicitations à Akihito Tsukishi d'être le premier auteur masculin de ma bibliothèque qu'on présente. On a quand même réussi à enchaîner pendant 7 semaines des auteurs talentueuses. Vraiment de renom, j'ai vraiment commencé généralement par mes mangas que j'aimais le plus. Vraiment, j'ai fait les mangas que j'aimais le plus et ils viennent tous de femmes. Et là, c'est le premier homme à avoir fait un des mangas que je vous conseille. C'est le premier mangaka homme à avoir fait quelque chose que je vous conseille. Alors on va quand même lui dire bravo. Bravo d'être dans cette liste. Pour l'instant, tu es une minorité, monsieur. Et ça change. Il a une belle barbe grise. Le monsieur a déjà 41 ans. Pour une fois qu'un homme n'est pas premier. Oh oui. Voilà, il a 41 ans. Il s'appelle Tsukushi Akihito. Pour une fois, le manga n'était pas sa première profession. Il a travaillé dans le monde du jeu vidéo auparavant. C'est un grand fan dans l'univers virtuel de fantasy. Voilà, donc voilà, il a bossé dans le jeu vidéo, c'est un fan de fantasy et il s'est reconverti dans le manga un peu plus tard. Il a commencé en 2006 à travailler sur une série animée. Donc en 2006, vous voyez qu'on est bien avant Made in Abyss qui date de 2012. Il a fait le chara design d'un animé en 2006. Pas très connu, enfin pas connu chez nous, il n'est pas arrivé jusqu'ici. Et sinon, depuis 2012, Monsieur Akihito ne travaille que sur Made in Abyss. C'est-à-dire que depuis octobre 2012, le premier chapitre est sorti, donc il a dû commencer un peu avant. Et jusqu'à aujourd'hui, donc on est en 2021, ça fait 9 ans qu'il n'a travaillé sur aucun autre projet. Il travaille sur tous les projets de Made in Abyss, il encadre tout. Il a fait le manga, il a fait son chara design, donc il est dessinateur, il est storyboarder. Il a fait son storyboard, il a participé à l'animé, il a participé au film d'animation. Il a tout fait. Tout ce qui concerne son petit bébé Made in Abyss, il a bossé sur tout ce qui le concerne. Et ça, c'est la première fois que ça nous arrive également. D'avoir un storyboarder, un mangaka qui n'a pas délégué le travail, parce que je pense que grâce à au fait qu'il ait pu bosser déjà dans une série animée, il avait les connaissances nécessaires pour ne pas superviser la création d'animés et de films d'animation. Donc vous savez déjà ce qu'on va présenter dans les formats d'animation, enfin dans les contenus dérivés. Il va y avoir de l'animé, il va y avoir des films. Bonne nouvelle, il n'y a pas de live action. Et donc, pour Made in Abyss, il a tout fait lui-même. Donc, imaginez les personnages, imaginez le storyboard et imaginez l'histoire. Et ça, c'est un travail assez huge quand même, parce que ça demande beaucoup de ressources, ça demande beaucoup de talent. Et quand on voit où en est le manga aujourd'hui, c'était un gros boulot à faire tout seul dans un premier temps, et le succès était au rendez-vous. Voilà. Il nous reste du coup notre contenu dérivé. Vous allez voir, ça va être très rapide et très détaillé en même temps. Je vais vous donner tous les axes pour savoir comment débuter, etc. Si jamais vous vous penchez sur la version animée,
plus tôt que les mangas. Ça dépend toujours de vos moyens financiers, bien évidemment. Donc, on va se regarder le petit trailer, sous-titré bien évidemment, publié par Wakanim. Donc, si vous avez un compte Wakanim, vous pouvez regarder l'animé de Made in Abyss qui a commencé en 2017, donc qui est arrivé très vite après sa sortie en papier et qui reprend très précisément les tomes 1 à 3. Donc vous noterez que vous avez bien les bons débuts de la série et pas encore la suite. Donc c'est parti. On a eu un spoil, hein. C'était Lisa ça qu'on a vu. Hein. Voilà, ça c'était le trailer. C'était le trailer, vous avez pu voir que bah, du coup, tout reprend exactement les traits du manga, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est la même personne qui a repris ça. La saison 1, du coup, qui est constituée de 13 épisodes de l'animé, reprend les tomes 1 à 3. Vous voyez quand même que c'est plutôt dense, sans l'influence jeu vidéo de l'auteur dans le design des persos et du monde. Ouais, je vais en parler un petit peu plus à la fin de ce manga dans d'autres parties. Du coup, ça, c'était l'animé. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de saison 2, mais c'est en cours de production. Il y a 2 films d'animation qui sont sortis en 2019. Alors, ces films d'animation reprennent exactement la même chose que l'animé. C'est étrange. Mais du coup, ils reprennent également du tome 1 à 3. C'est un peu des films d'animation récapitulatifs. Donc, vous avez l'option voir 13 épisodes de 20 minutes ou regarder 2 films de sûrement 1h, 1h30 qui parlent de la même chose. Et en 2020, du coup, pendant la période Covid, a réussi à sortir un film, donc du coup, cinéma virtuel, etc., cinéma en ligne, a réussi à sortir un autre film qui, lui, traite les tomes 4 et 5 du manga. Et donc, ça vous permet déjà, en animé, de consulter les 5 premiers tomes sur les 9 existants, pardon. Donc, vous avez déjà à peu près la moitié du manga. C'est plus qu'assez pour se faire... Pour se faire une idée. Bonjour YouTube, bonjour Atom, comment vas-tu? C'est déjà plus que suffisant pour se faire une idée, à mon avis, de si ça peut vous plaire ou pas, parce que généralement, dans les premiers épisodes ou dans les premières minutes, vous le savez très vite si vous aimez ou pas un animé. Et depuis le début, là, on va parler un peu hors sujet. Depuis le début, on est sur le Chara Design. Oui, c'est très pipou. Ils sont trop mimes, c'est tout ça. Et le choix, en fait, n'est pas anodin. Alors, aussi, déjà, je vous présente la taille. On est sur du grand format. Vous voyez, ça, c'est un tome des Enfants de la Baleine, qui, lui, est de taille standard. Et derrière, vous avez un tome de Made in Abyss. C'est un très, très grand format. Assez grand pour qu'il ait une place à part dans la bibliothèque, parce qu'il ne rentre pas. Et donc, en fait, le Chara Design, très pipou, est volontaire, parce que ce manga, je crois, est déjà déconseillé aux moins de 14 ans, si je ne dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises, on est sur du moins de 14 ans, voire du moins de 12 ans. Si on reprend les choses... Est-ce qu'il y a un warning dans la série au tout début? Bref, parce qu'en fait, c'est ultra gore. C'est pipou, mais en fait, ça cache du trash. Ça cache un excès de violence du monde dans lequel on évolue. C'est un peu comme Pokémon, c'est pipou et on cache en fait, on cache avec le pipou le fait que c'est de l'exploitation animale et ce genre de conneries, pour prendre un exemple basique. Mais en fait, c'est ultra gore. Il y a des expériences humaines, il y a de l'expérience animale, il y a des monstres ultra vénères avec des caractéristiques pas très gentilles. Là, faut vraiment aller dans le style. Là, pour vous faire une idée à peu près du style de monstre que vous allez rencontrer, faut peut-être un peu les comparer à Monster Hunter, quoi. Vraiment dans le style bien vénère des monstres. Et je vous parlais en plus d'ailleurs avant des malédictions. Les malédictions sont expliquées juste là. Donc les malédictions de l'abysse, quand on reprenait la carte, vous savez que je vous avais dit il y avait des niveaux. Le premier niveau, si vous remontez du premier niveau seulement, vous allez avoir des légers vertiges et des nausées. Jusque-là, ça va, c'est mimes, c'est accessible. Au deuxième niveau, vous allez avoir des vomissements, des migraines et des extrémités engourdies. Là, ça commence déjà à taper, mais c'est ok. Si vous allez au troisième niveau et que vous remontez, vous allez commencer à avoir de la perte d'équilibre. Donc ça touche le tympan. Vous allez avoir des hallucinations visuelles et auditives. Et elles ne sont pas collectives. Attention à ne pas confondre.
Si vous descendez au 4e niveau et que vous souhaitez remonter, les répercussions, ça va être corps douloureux et saignement par tous les orifices. Là, le pipou, il a disparu. Hein. Là, il n'y a plus de pipou. Hein. Si vous allez au 5e niveau et que vous souhaitez remonter, perte de toute sensation, confusion, automutilation. Ah, plus de pipou, hein. Faut pas y aller avant la première nuit avec ton mec. Non, non, pas trop. Pas trop. Si vous allez au 6e niveau et que vous souhaitez remonter, perte d'humanité ou mort. Perte d'humanité, c'est quand je vous ai dit que vous perdiez votre corps humain, que vous savez, comme si sous la pression atmosphérique, vous perdiez, vous changez de consistance moléculaire, et en fait, vous devenez finalement juste un monstre de cette zone. Est-ce que c'est temporaire? C'est plutôt long. C'est plutôt long. De toute façon, quand au partir du 6e niveau, tu arrives à perte d'humanité ou mort, je suis pas sûr que la mort elle soit temporaire. Et la perte d'humanité, elle est pas temporaire non plus. La plupart des effets n'ont pas de rétroactivité. Et à partir du 7e niveau, il y a juste écrit mort assurée. Voilà. Donc en fait, le style pipou, c'est juste pour cacher le fait que l'histoire, elle cogne. L'histoire est cogne et je pense que s'il n'avait pas fait Scara Design, son manga il serait pas que moins de 12 ou moins de, enfin plus 12 ou plus 14, il serait un chouïa plus élevé. Bien que l'animé, je crois, n'ait pas de warning, il soit tout public, peut-être un peu de censure, je sais pas, mais le manga personnellement, je trouve qu'il envoie. Donc soyez attention. Comme les émos, pipou à l'extérieur et aime torturer à l'intérieur. Ah, là, on est en plein dedans. Le manga, c'est un émo. C'est tout pipou et l'histoire, c'est de la dark fantasy. C'est de la dark fantasy, voilà. On est vraiment en plein dedans. Et effectivement, on sent l'univers jeu vidéo parce que tous ces monstres ont des niveaux de difficulté, des niveaux de dangerosité. Et là, on retrouve vraiment un peu un univers Monster Hunter, genre avec des fiches du style à éviter, danger, mort, attention, poison, ce genre de choses. Et une sorte de bestiaire. Voilà, il y a un bestiaire qui existe avec les monstres pour tous les paliers. Donc là, on retrouve une bonne partie influence jeu vidéo, mais on n'est pas dépaysé au point de se dire on est dans un jeu vidéo. On vit vraiment une aventure. Le bestiaire, c'est un bestiaire logique, quoi. C'est pas il sort un Pokédex venu de nulle part, alimenté par on ne sait qui. Voilà, c'est vraiment bien amené, tout est bien amené. Et le style pipou est là pour cacher le fait que c'est un peu vénère. Voilà. J'oublie toujours de remettre la musique, c'est terrible. C'était... C'est passé vite, c'était la présentation de notre V2 Tech Made in Abyss. Ça fait déjà un peu moins d'une demi-heure que nous sommes ensemble, c'est passé extrêmement vite, ça donne trop envie. Comme dit, si tu veux les voir, n'hésite pas à passer les récupérer. Sinon, pour ceux qui ne peuvent pas venir récupérer mes mangas parce que c'est difficile, n'hésitez pas à soit commander en ligne, soit regarder un animé, soit regarder un film pour vous faire des premières idées. Je sais que Bose, lui, sur son compte Wakanim, a commencé l'animé, ça me fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, il commence même à vous dire mais regardez-le, donc c'est que c'était un bon conseil. Déménager à Strasbourg, ça va être dur. Ça va être dur pour tout le monde. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéothèque. N'hésitez pas à faire des retours si vous le souhaitez. Si vous avez acheté des mangas, si vous vous lancez dans une série, n'hésitez pas à retourner dans les commentaires de l'épisode et dire merci, j'ai bien aimé, ce genre de choses. Moi, ça me va. J'ai terminé toute la saison, ça me surprend pas. Ça me surprend pas. Sachez que moi, je suis au tome... J'ai seulement lancé le tome 4, donc en termes d'équivalent, je suis au même endroit que Bose. C'est comme si j'avais que regardé l'animé. J'ai pas encore lu alors que j'ai jusqu'au tome 8 ou 9, je les ai presque tous, mais j'ai juste pas encore continué parce que j'ai 60 tomes non lus encore dans ma bibliothèque, donc ça prend un peu de temps. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi, n'hésitez pas à faire des retours comme je l'ai dit auparavant dans les vidéos correspondantes. Et on se retrouve samedi pour vous YouTube
en after tech. Nous, on l'a fait directement là en live. Bien évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like si vous voulez, à mettre un petit commentaire, à la partager à des amis si ça peut les intéresser. Il y a un bouton s'abonner qui peut bien aider et vous permettre de voir chaque épisode chaque semaine si vous n'êtes pas disponible et sans avoir à les chercher. Chaque semaine, il y a un on présente une nouveauté qui n'a pas encore été présentée sur la chaîne. C'est pas forcément des nouveautés en termes de récence, mais voilà. Et merci YouTube d'avoir suivi cet épisode. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.